Le droit de la preuve en matière de discrimination, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, énormément de décisions de jurisprudence en ce domaine. Et j'ai presque envie de dire que le droit de la preuve, c'est presque le laboratoire du droit social en ce moment. C'est en tous les cas un enjeu essentiel, avec une charge de la preuve qui est spécifique, qui rentre peu à peu dans les mœurs, de manière parfois difficile auprès des magistrats, et également auprès des confrères, hein, c'est pas évident, surtout auprès des conseils de prud'homme, les juridictions de premier degré. C'est également un domaine dans lequel se sont développées des jurisprudences sur les moyens d'accéder au droit à la preuve, article 145 du Code de procédure civile. Également, tout ce qui concerne les moyens de la preuve judiciaire, la preuve extrajudiciaire, on va justement essayer de couper notre démonstration ou notre discussion en deux parties. Première partie sur la preuve judiciaire, les moyens de preuve à la disposition du salarié, l'accès à la preuve, comment on y accède, pendant l'instance, le problème du traitement des données, parce qu'effectivement, par le droit à la preuve, on accède à des données qui sont des données personnelles, comment on les traite, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les limites, la preuve extrajudiciaire, l'enquête interne, les moyens d'accès aux documents internes avec les problèmes RGPD, CSE et ensuite les autres acteurs de la preuve extrajudiciaire, tels le défenseur des droits par exemple. Donc je vais tout de suite donner la parole à Clara, c'est toi qui vas commencer Clara, pour nous parler de la preuve judiciaire, les moyens de preuve à la disposition du salarié, l'accès à la preuve, qu'est-ce que tu peux nous en dire de par ta pratique professionnelle? Je commence donc par les moyens de preuve. Oui, et ensuite David, qui lui traite plutôt, c'est ce qui nous a indiqué les dossiers côté employeur, va aussi nous donner son point de vue sur ce que va nous dire Clara, et ensuite Sophie nous donnera des précisions et des réactions. Et je précise ça parce que je traite donc plutôt les dossiers côté salariés. Oui, plutôt exclusivement. Comme tu revenais sur l'aménagement de la charge de la preuve, moi je rappellerai deux choses, qui est que la jurisprudence a établi très clairement que les éléments de fait qui sont apportés par le salarié au soutien de l'existence d'une situation discriminatoire doivent être appréciés dans leur ensemble. C'est-à-dire pas pris isolément les uns des autres, mais bel et bien tous ensemble. Et on a des décisions de la Cour de cassation qui viennent nous rappeler, par exemple une décision du 21 janvier 2016, c'est une des premières amateurs, qui vient nous rappeler que on ne peut pas les prendre séparément, on doit absolument les prendre ensemble, et que, c'est un peu conséquence logique, un élément de preuve qu'on retrouve dans la majorité des dossiers de discrimination, c'est celui de la chronologie des faits. Là, je me réfère notamment à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018. Numéro, je sais pas si, disons que je me lis dans le chat s'il y a des questions, on précisera ça. Mais un arrêt qui nous disait bien donc, que la chronologie des faits était un élément de fait en soi qui peut laisser supposer l'existence d'une discrimination. Dans ce dossier qui arrivait devant la Cour, c'était le cas d'une femme à qui l'employeur en fait, avait imposé une réduction de temps de travail suite à 2 arrêts de travail pour FIV qui avaient été suivis de l'annonce d'un 3e. Et donc la chronologie, ça, la survenance d'un traitement défavorable postérieurement à ce 3e arrêt pour FIV, pour fédération niveau. Et donc, si on veut dresser un bilan un petit Qu'est-ce qui se passe? On a un problème technique. Non, vas-y, continue. Et que donc cette chronologie, évidemment, elle se rapporte à chaque motif discriminatoire. En général, on a une relation de travail où tout se passe bien pendant un temps, et puis on a le motif discriminatoire qui apparaît, et là, des traitements défavorables qui débutent. Ça peut être autant la prise de mandat que l'arrivée d'un enfant, la survenance d'une maladie. Ça, évidemment, c'est pour des critères discriminatoires qui apparaissent dans la vie. Quand on est sur des critères discriminatoires qui sont là dès le début de la relation de travail, c'est un peu différent. Dans les autres éléments de preuve que le salarié peut apporter au soutien de ses prétentions, on a évidemment tout ce qui est courrier, SMS, messages vocaux. Je ne reviens pas et j'en laisse évidemment un certain nombre à David et à Sophie. Mais je reviendrai
sur deux points. Le premier, sur non pas les entretiens annuels d'évaluation qui sont largement utilisés, je pense, dans les dossiers de droit du travail, mais sur les entretiens légaux et plus particulièrement leur absence. Entretiens légaux, je pense à quoi? Aux entretiens de début et de fin de mandat pour les syndicalistes, dans le cas de discrimination syndicale, aux entretiens de retour de congé maternité, aux entretiens professionnels qui avoir lieu tous les 2 ans au cours de la relation de travail. Ces entretiens, donc même s'ils ne sont pas demandés, sauf l'entretien de début de mandat, quand ils sont absents ou quand ils sont faits et qu'ils permettent de mention défavorable aux salariés, sont des éléments de preuve qui doivent être mis dans les dossiers et la Cour de cassation a rendu un certain nombre de décisions qui viennent le confirmer. Je termine par un point qui est celui des témoignages. Et je rappelle que, en particulier pour établir l'existence des préjudices, ce qui est souvent un sujet, notamment du côté des préjudices moraux, eh bien, les attestations de témoins et notamment de proches du salarié sont tout à fait recevables et ont une valeur probante qui n'est pas négligeable puisque, avec la Cour de la Chambre sociale du 28 novembre 2019, la Cour de cassation avait bien approuvé la Cour d'appel ayant estimé que le préjudice d'agrément était prouvé par uniquement 3 attestations qu'il avait avant la survenance de son problème de santé et de la relation de travail. Voilà, je m'arrête sur ces éléments-là. Oui, merci Clara. Peut-être David, vous pouvez réagir à les moyens de preuve. Alors, qu'est-ce qu'en pense l'employeur si on caricature un peu les choses? Caricature. Sur le sujet qui est le sujet de la preuve, constater qu'on a quand même eu plusieurs temps. Il y a eu un premier temps qui était un temps où les juridictions étaient assez, on va dire, assez peu enclines à donner aux demandeurs des éléments lui permettant de fournir son dossier, avec une conception assez restrictive des juridictions et notamment une approche plutôt orientée vers tout ce qui est respect de la vie privée. Et donc un demandeur qui était quand même généralement assez cantonné dans ses capacités à établir justement la preuve de ses allégations. Là où on a vu un deuxième temps, ça a été un moment où les conseils de prud'homme se sont un petit peu emparés du sujet. Alors avec parce que là on est sur la thématique de la preuve judiciaire, avec des thématiques présentées tant devant les bureaux de conciliation que devant les moyens type 145. Et c'est vrai qu'on a pu voir des conseils de prud'homme être assez généreux dans l'octroi de la preuve et on a pu voir des employeurs condamnés à fournir des centaines, des milliers, voire d'un dossier, des centaines de milliers de dossiers. D'ailleurs, là, on voit qu'on commence à arriver au troisième temps, qui est le temps d'ailleurs de la Cour de cassation. La Cour de cassation tend à essayer de faire une conciliation entre d'un côté le droit à la preuve, qui doit être respecté, mais néanmoins un peu encadré. Et donc, avec la Cour de cassation qui tend à dessiner petit à petit ce qui est, je dirais, un droit à la preuve acceptable à ses yeux, en essayant de concilier effectivement tant d'un côté la possibilité pour le demandeur d'obtenir des éléments de preuve et en même temps la possibilité de respecter le droit à la liberté. En tout cas, c'est ce qui me semble se dessiner actuellement, sans rentrer dans le détail à ce stade. Merci. Sophie? Moi, je voulais revenir sur les modalités de la preuve, peut-être, ça va anticiper sur la prochaine étape de la discussion, mais de rappeler que la preuve en matière de discrimination n'a pas à être toujours comparative. Si on se réfère aux 2 définitions classiques qui sont dans la loi du 27 mai 2008, dans la définition de la discrimination directe, il y a une comparaison avec comment une personne a été traitée avant est traité aujourd'hui, serait traité. Et le serait traité amène la possibilité d'une preuve qui fonctionne par hypothèse et notamment dans les situations où la personne est dans une situation qui est étroitement liée à son critère de discrimination. Et pour illustrer
cette non-exigence de la preuve comparative, la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire qui est assez peu connue. Et je voulais vous la souligner parce qu'elle est très intéressante, qui est l'affaire Dos Santos du 3 novembre 2011, où il s'agissait d'une immigrée illégale qui travaillait dans une famille qui n'avait pas payé depuis des années et qui a décidé unilatéralement de mettre fin à son contrat de travail. Elle n'avait aucun recours, elle était logée chez elle, elle était à la rue. Et donc dans cette affaire, la Cour, un des arguments était qu'elle n'était pas en situation de comparaison avec quelqu'un d'autre pour apporter la preuve, et la Cour a très clairement souligné que cette situation était étroitement liée à son statut de personne étrangère, aux critères de la nationalité, et que personne qui ne serait dans cette situation, cette vulnérabilité était étroitement liée à cette situation, et dans cette mesure, on pourrait considérer qu'il s'agissait effectivement d'une discrimination fondée sur l'origine, la preuve comparative n'étant pas nécessaire, même en matière de discrimination fondée sur l'origine. Considérant que cette dimension hypothétique, même de la discrimination indirecte, est assez peu oubliée et assez peu argumentée. Elle offre des possibilités particulièrement importantes. Deuxièmement, sur la définition de la discrimination indirecte, où on est sur l'impact discriminatoire d'une mesure, là encore, la preuve est libre et on ne sera pas toujours obligé d'avoir recours à une preuve comparative qui implique la comparaison d'énormément de données. C'est dans une logique aussi d'essayer de rendre le plus accessible le droit, la logique étant que effectivement, quand clairement une règle est étroitement liée à un critère qui est particulier à la situation du demandeur et que c'est un impact discriminatoire, des fois il est flagrant parce que la règle refuse un droit, refuse accès à des bénéfices, on va pouvoir parler directement de preuves par un raisonnement. Et par le constat de l'impact. Et après, il y aura aménagement de la charge de la preuve. Et dans cet aménagement de la charge de la preuve, deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans la preuve en défense, il y a de prouver qu'il n'y a pas de discrimination, bien sûr, mais aussi, il y a une autre modalité qui est celle de justifier que la décision qui a été prise est non discriminatoire, est proportionnée et raisonnable. Et proportionnée veut dire que même si elle ne poursuivait pas un objectif discriminatoire, si on peut minimiser l'impact sur la personne en faisant autrement, bien, on n'aura pas rempli son seuil de preuve. Et ça, c'est très important. La question de la proportionnalité de l'impact, de la façon dont les choses sont gérées. Et ça, c'est une dimension de la preuve en défense qui est encore pas tellement discutée, mais qui est quand même très importante parce que la proportionnalité offre une marge de progrès importante dans l'appréciation des mesures d'encadrement et de gestion. Merci Sophie. Alors je vois d'après le chat qu'il y a des difficultés pour l'audition et pour la vision. On essaie d'améliorer ce problème, mais il est entre les mains des techniciens. On va quand même essayer de continuer notre débat, enfin notre intervention. Alors je vois qu'il y a une première réaction. Je suis preneuse des références jurisprudentielles sur la chronologie des faits. Seront-elles fournies après la formation? Alors si éventuellement les formateurs veulent faire une liste, c'est possible. Hein, c'est possible, on essaiera d'envoyer cette liste à ceux qui sont inscrits à cette formation. Voilà, j'ai pas d'autres. Est-ce qu'on nous entend mieux quand on est face à l'ordinateur ou pas? Est-ce que quelqu'un peut répondre là-dessus? Oui, mais on ne peut pas le déplacer parce qu'en fait, c'est la chouette qui c'est pas l'ordinateur, c'est la chouette. Le son, c'est là-bas? Oui, je pense que le son est là, c'est là-bas. Oui. Voilà. Donc, écoutez, on va essayer de continuer. Alors, je sais que c'est pas du tout évident de faire une intervention dans ces conditions. Mais on va quand même essayer, tout en ayant sollicité les techniciens. Donc, on a parlé donc des données, des moyens de preuve à la disposition du salarié. Se rattache également à ce sujet l'accès à la preuve. Alors, on en a un petit peu parlé. On a surtout parlé de la consistance de la preuve, mais l'accès à la preuve, comment le salarié a-t-il accès à la preuve? Clara, comment agissez-vous en général quand vous devez accéder
à une preuve, soit effectivement la preuve comparative, soit un autre type de preuve, comme vient de le souligner Sophie, puisque effectivement la discrimination, ce n'est pas toujours et uniquement de la comparaison. Je vais me concentrer sur un moyen qui est celui qui a commencé à être évoqué par David, à savoir le 145, le référé probatoire, qui vise à obtenir une mesure, prononcer au juge une mesure d'instruction in futurum. Cette mesure, c'est-à-dire peut être demandée évidemment devant le tribunal judiciaire également. On a une décision intéressante comme ça du TJ d'Orléans du 7 janvier 2022 qui portait pour le coup sur la production de données de comparaison en cas d'une avocate. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on peut demander aussi. C'est important de je me permets d'intervenir. C'est pas simplement dans le cadre du contrat de travail classique, hein, c'est aussi dans le cadre de la profession d'avocat, de l'emploi d'avocat. C'est un point à souligner. On peut aussi utiliser pour démontrer des discriminations cet article 145. Vous voulez dire, Clara. Exactement. Et l'article 145 qui sert aussi bien à obtenir des données de comparaison, d'évolution, de carrière, de rémunération, que des enquêtes internes ou tout autre élément de preuve. On a fait un 145 une fois pour obtenir des courriels, parce que l'employeur avait coupé l'accès à une messagerie professionnelle et on a pu obtenir, sur requête d'ailleurs, l'accès à la messagerie professionnelle du salarié en montrant que l'employeur avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans la coupure de la messagerie assez brutale dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui s'est révélée infondée. Je reviens sur le 145, les conditions, donc c'est une procédure de référé rapide qu'on enclenche devant le conseil de prud'homme dans le cadre du droit du travail et qui va évidemment directement devant un bureau restreint et ces conditions de mise en œuvre sont assez simples. La première, c'est avant tout procès au fond. Évidemment, tout procès au fond enclenché sur le fondement, disons, sur lequel on compte initier le contentieux au fond qui fait suite à la mesure qu'on demande. Le deuxième point, c'est celui du motif légitime. Le motif légitime pour lequel on va demander la mesure d'instruction. Pour le coup, on a une jurisprudence qui est vraiment très fournie sur le sujet, aussi bien devant les cours d'appel que évidemment le conseil de prud'homme, mais surtout dans la cour de cassation. Depuis 2012, le 19 décembre 2012, l'exercice d'une action en justice pour le fondement d'une discrimination, qui est prohibée par la loi, et là évidemment on doit citer tous les fondements légaux nécessaires, est un motif légitime qui justifie la production de documents relatifs à la rémunération de salariés tiers au procès. Ça, c'est pour le coup la formule qu'on retrouve désormais dans tous les arrêts d'appel comme de cour de cassation sur le sujet. Évidemment, dans le cadre du dossier, quand on le monte, il faut établir des indices de discrimination. On n'en est pas encore au stade des éléments de fait, puisqu'il nous en manque nécessairement, aussi bien pour établir l'existence de la discrimination que son étendue, l'étendue du préjudice, j'entends, et notamment du préjudice financier. Les données qu'on demande, évidemment, doivent être utiles à la solution du litige au fond, et donc de la preuve de la discrimination et ses conséquences. Anne-Marie, David évoquaient la question, donc, et Sophie indirectement, évoquer la question de la comparaison. Il faut évidemment déterminer le panel dont on a besoin. Quand on est en matière de discrimination, on part souvent sur des panels à l'embauche, donc de salariés qui sont embauchés dans les mêmes conditions pour voir comment la moyenne a évolué par rapport à notre salarié. On peut aussi avoir des panels qui partent plus tard, quand la carrière s'est passée très bien pendant un moment, et puis que c'est après le passage cadre, par exemple, qu'on a des soucis d'évolution. Et puis on a des panels qui sont relatifs plutôt à la violation du principe à travail égal, salaire égal. Et donc là, on va se comparer à des salariés qui exercent le même poste que notre salarié. Donc voilà, évidemment, le panel doit être adapté à la situation du salarié. Et une fois qu'on a déterminé les critères de ce panel, qui est vraiment en fait la première étape avant de construire son 145, on peut lancer le dossier. Et les deux derniers critères sur lesquels je pense qu'on va pas mal revenir, c'est ceux de la recherche évidemment de preuves qui font défaut. Et là, bon, c'est assez simple. C'est dans le prolongement de l'idée selon laquelle la charge de la preuve doit être aménagée en matière de discrimination, parce que la preuve, en fait, est majoritairement dans les mains de l'employeur, qui en est le seul détenteur. Dans la plupart des dossiers de 145, on montre que le salarié a essayé d'obtenir les données qu'on vient demander devant le juge avant de le saisir, par le courrier, via les représentants du personnel, via son syndicat, et en général, voilà, il ne les a pas obtenus, pour des raisons qui peuvent être plus ou moins légitimes ou explicitées par l'employeur. Le dernier point étant que les mesures demandées doivent être légalement admissibles
Et désormais, la jurisprudence de la Cour de cassation est assez claire, même si je suppose que je vais être contredite par David. On a tout un tas de décisions, aussi bien une décision du 25 septembre 2019 de la Cour de cassation qui approuve la Cour d'appel ayant écarté des panels anonymes parce qu'il ne permettait pas en fait, aux salariés de vérifier que la comparaison opérée par l'employeur était objective, était juste par rapport à sa situation et à la discrimination qu'il alléguait. Et puis on a plusieurs décisions, j'en cite 3 de la Cour de cassation qui sont venues entériner la jurisprudence qui pour l'instant est constante de la Cour à cet égard, celle du 16 décembre 2020, du 16 mars 2021 et encore plus récemment du 8 mars 2023. Peut-être qu'on peut donner le numéro. Oui, tout à fait. Je me sais que je pourrais les écrire là dans le chat, d'accord, pendant que David critique et qu'on y revient ensuite sur le traitement des données personnelles. Pourquoi? Je ne sais pas. J'anticipe peut-être. Non, c'est un préjugé de ma part. Oui, sachant que il y a tout un tas de décisions qui sont rendues, je pense, par un grand nombre de cours d'appel. On a un certain nombre de décisions aussi rendues à Paris, à Versailles, à Rouen, à Grenoble, à Lyon, et qui viennent valider la production, pour que la cour est terminée, de données qui sont de données d'évolution de carrière et de rémunération et les bulletins de paie qui permettent d'établir objectivement ces données d'évolution, des données qui sont nominatives et qui doivent être donc vérifiables par le salarié concerné. Avant peut-être de donner la parole à David, je vois qu'il y a une question qui est posée sur l'obtention des éléments de preuve lors de la mise en état. Est-ce que devant le VCO, bon, on en parle après, on va en parler oui, après parce que après aussi il y a le parce que ça se télescope un petit peu, c'est-à-dire que le 245 c'est à la base une disposition qui est bien connue, je dirais, des praticiens hors droit social, parce que finalement, c'est le droit social s'y est intéressé assez tardivement, et les avocats d'organisations syndicales encore plus tardivement que les autres. Pourquoi parce que c'est vrai que en demande, on s'en remet toujours beaucoup aux prérogatives soit de la sommation communiquée, soit des demandes qui peuvent être faites devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'homme. Et donc finalement, en droit du travail, l'article 145 du Code de procédure civile, paradoxalement, a plutôt été dans un premier temps utilisé par les entreprises dans des contentieux de nature un peu particulière, qui étaient soit le contentieux de la concurrence déloyale, soit le contentieux de la violation de la clause de non-concurrence, où il s'agissait d'aller, par surprise, récupérer des éléments auprès d'une autre entreprise, voire d'un salarié ou un peu indélicat qui serait parti avec quelques données confidentielles et qui les aurait planquées sur un disque dur à son domicile. Et donc, c'est dans ces contentieux-là que le 145 a connu ses premiers développements en matière de droit du travail. Et il a connu ce développement dans une hypothèse un peu particulière qui est le cas de l'ordonnance sur requête, parce que tu n'as pas évoqué possibilité d'utiliser 145, qui était le référé 145, qui est effectivement une procédure contradictoire qui, elle, peut se présenter dans le Conseil de prud'homme. Sauf que, c'est là où j'apporte une petite précision, c'est si vous voulez utiliser le 145 dans le cadre d'une procédure d'ordonnance sur requête, dans la mesure où le Conseil de prud'homme ne peut pas, ça n'existe pas en matière prud'homale, vous devez nécessairement aller devant le juge compétent, qui sera soit le tribunal judiciaire, si vous voulez faire une mesure d'instruction chez un salarié, soit devant le tribunal de commerce, si c'est une personne morale que vous entendez, je dirais, aller perquisitionner. Donc ça, c'était le point à préciser sur le 145. C'est vrai qu'en matière de discrimination, moi je peux parler que de ma pratique professionnelle, côté employeur, on voit encore assez peu de demandes qui sont fondées sur le terrain du 145. On voit quand même plutôt des demandes qui sont formulées dans le cadre d'une saisine du juge, dans le cadre du bureau de conciliation, avec des fortunes diverses. Alors parfois, les employeurs sont condamnés à fournir, je ne sais pas combien de documents, et puis parfois à l'inverse, le demandeur de crédit. Donc voilà les points que vous pouvez préciser sur le 145. Alors sachant qu'en ce qui concerne sur les aventures de l'article 145 et le droit du travail, je crois qu'on est vraiment au tout début, mais vraiment au tout début de la jurisprudence.
et qu'on voit bien que les stratégies ne sont pas encore complètement arrêtées. Et parfois, d'ailleurs, on voit aussi des stratégies très agressives de la part de ceux qui font du 145, parce que moi, j'ai le souvenir dans un dossier où le DRH de l'employeur chez lequel on essayait d'aller faire des opérations de saisie pour justement démontrer l'existence d'une concurrence déloyale, qui alors même qu'il y avait un huissier de la force publique qui refusait de donner les documents. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a encore quelques progrès à faire sur le sujet. Peut-être sur les bureaux de conciliation. Oui, peut-être sur les bureaux de conciliation. Et puis après, Sophie, tu interviendras. Et peut-être il y avait un autre moyen aussi, je ne sais pas si c'est un moyen pertinent, c'était ce qui concernait les enquêtes de l'inspecteur du travail. Les enquêtes externes, d'accord, on va l'évoquer dans l'enquête externe. Non, je pense qu'on peut parler du BCO, je vais peut-être reprendre le flambeau, puis je passerai la parole à Clara, si vous voulez. C'est vrai que sur le BCO, on constate aujourd'hui, en tout cas c'est ma conviction, côté employeur, que faire de la résistance pour faire de la résistance, c'est parfois le meilleur moyen d'obtenir la mesure de communication de pièces la plus défavorable possible pour la direction. Parce que autant il y a ça quelques années, on pouvait se réfugier derrière le respect de la vie privée, etc., autant là, compte tenu des évolutions exponentielles de la Cour de cassation, ça devient des moyens de défense un tout petit peu datés, et que se réfugier derrière ça, c'est la quasi-certitude de se ramasser un moment ou un. Donc, c'est vrai que face à cette évolution jurisprudentielle, nous, on a tendance à modifier nos pratiques, et plutôt que de faire de la résistance pour de la résistance, on va plutôt se bagarrer sur deux thématiques. Un, la question du panel, parce qu'évidemment, je suppose que Clara, lorsqu'elle va faire ses mesures de conciliation, ira nous chercher les salariés qui ont naturellement les plus performés pour aller se comparer avec ceux qui sont devenus directeurs généraux du comité de direction, et puis avec le pauvre délégué syndical qui aura stagné dans les derniers échelons de la hiérarchie, tout ça pour nous demander un repositionnement au poste de directeur général adjoint. Je caricature malheureusement à peine. Et c'est vrai que j'avais face à cette demande, certes fort habile, les directions ont plutôt intérêt à essayer d'arriver avec leur propre panel, afin de démontrer que le délégué syndical n'est pas le plus mal loti, le plus mal traité, et aussi en insistant auprès de la juridiction, qui parfois n'est pas toujours très à l'aise avec ces sujets-là, en insistant aussi pour qu'il y ait quand même des mesures d'indemnisation qui soient prises, pour éviter que derrière, on ait des salariés qui se retrouvent avec leur rémunération qui soit divulguée à la machine à café. Enfin, moi, c'est un peu sur ces possibilités de preuve judiciaire qui me semble important d'insister. Faire de la résistance pour de la résistance, aujourd'hui, ça n'a pas tellement de sens, mais plutôt travailler la question du panel et aussi l'indemnisation des données. J'ai lancé quelques pierres dans le jardin de Clara, donc je pense que maintenant on va faire mordiller les mollets. C'est mon cours de parler. Voilà, c'est peut-être Sophie qui va mordiller les mollets. Ah non, moi je mordis personne. Donc je me situe sur un autre plan. En parlant justement, je rebondis sur la portée des données qui sont transmises. Le principe du droit à la preuve maintenant est carrément très très acquis. D'ailleurs, je vous réfère à cet égard-là à une décision cadre du défenseur des droits 2022, c'est restant 39 du 31 août 2022. Qui récapitule toute la jurisprudence, qui est une vraie leçon, qui peut être produite à l'appui des plaidoiries dans le dossier et qui fait vraiment le point, en fait, jusqu'au mois de septembre 2022, bien entendu, sur toute cette question du cadre juridique et de la jurisprudence sur le droit à la preuve. Mais quant à la portée, je me situerai un peu sur une autre dimension, qui est celle de la question de la preuve des discriminations fondées sur l'origine. Au-delà de la question de l'évolution de carrière, il y a énormément de situations relatives aux discriminations à l'embauche, par exemple, sur lesquelles il y a des jurisprudences très intéressantes qui sont le point de départ de stratégies, de preuves qui sont nouvelles et que je voulais mettre en lumière et qui portent vraiment sur de quoi peut-on parler devant le juge et qu'est-ce qu'on doit mettre en preuve, et donc ça a donc un impact sur ce qu'on va demander ou même sur la façon dont on va faire la preuve. Donc en matière d'origine, il y a deux décisions qui ont des implications concrètes extrêmement larges. Ce sont deux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. La première, c'est l'affaire Ferrine du 10 juillet 2008.
Et la deuxième, qui est exactement dans le même sens, c'est l'affaire Accept du 23 avril 2020. Dans ces deux affaires-là, la Cour de justice nous dit qu'un employeur ou un membre du comité de direction ou un dirigeant ou quelqu'un qui peut être assimilé à un dirigeant qui fait des déclarations discriminatoires sur sa pratique d'embauche, mais ça pourrait être des déclarations discriminatoires sur autre chose, publique, on va présumer que ce qu'il a dit correspond à ce que fait l'entreprise. Et donc là, on ne va pas avoir un aménagement de la charge de la preuve, c'est la fin de la charge de la preuve, c'est un basculement. Et c'est donc à l'entreprise de montrer qu'elle n'a pas fait ce que son dirigeant a dit. Et je pense que, bon, ça, là, en l'occurrence, c'est en matière d'embauche. Il s'agit d'une part, dans l'affaire Terrine, d'un chef d'entreprise très politique en Belgique qui avait déclaré qu'il n'engageait pas des personnes d'origine maghrébine pour installer des portes de garage chez les particuliers qui n'en voulaient pas. Donc, même s'il n'y avait pas de victimes identifiées comme telles, on pouvait présumer qu'effectivement, c'est ce que la Cour dit, la politique d'embauche excluait les personnes d'origine maghrébine. Dans exactement le même sens, dans l'affaire Accept, c'est un dirigeant donc, qui n'était pas au conseil d'administration, qui n'était pas président de l'entreprise, mais qui était un grand proche très connu pour être dans les financeurs et dans ceux qui étaient la gouvernance des décisions et des orientations d'un club de football qui a déclaré qu'il n'était pas question, qu'il aimerait mieux engager quelqu'un de Ligue 2 qu'un joueur de football de Ligue 1 très performant qui soit homosexuel. Donc, en fait, on pouvait tout à fait présumer, mais donc ça veut dire que des déclarations qui seraient faites en public, et ça peut nécessairement avoir à être dans une conférence de presse devant les médias, dans un lieu où les gens parlent pour être entendus, qui porterait sur des pratiques ou des partis pris discriminatoires, peuvent tout à fait être exploités et avoir un impact très considérable sur la preuve. Donc ça, je croyais que c'est important de le dire. Et deuxième élément sur la portée, et là on peut revenir peut-être sur le 145, c'est sur la preuve des discriminations sur l'origine. On est sur ce qui a été perçu ou discuté comme étant la preuve impossible, puisqu'on ne peut pas avoir de statistiques sur l'origine, on ne peut pas mesurer l'origine n'existe pas, la race n'existe pas. Alors comment on prouve les discriminations sur l'origine? Oui, c'est très long. Donc, il y a eu une première décision qui a été relativement oubliée, ou peut-être pas, mais enfin, quand on voit les commentaires qu'il y a eu récemment, on peut croire qu'elle a été oubliée. C'est celle du 15 décembre 2011 de la Cour de cassation chambre sociale dans l'affaire Airbus, où c'est la HAD qui avait fait une enquête patronymique à partir des registres d'embauche sur 6 ans. Et il s'agissait, et on a vu à la HAD, on a développé vraiment une pratique d'enquête sur ce sujet. Là, on est sur les situations particulièrement, mais ça serait vrai sur les embauches en général. En l'occurrence, d'entreprises qui avaient un vivier de personnes en CDD, à partir duquel ils faisaient leur recrutement en CDI. Et donc, il y avait un décalage entre les personnes dans le vivier qui étaient en CDD et les personnes qui finissaient par avoir un statut en CDI. Donc, dans cette affaire-là, on avait eu accès par les pouvoirs d'enquête de la HALD à toutes les embauches sur 6 ans dans les deux catégories qui montraient qu'il y avait 30% de personnes en CDD qui avaient des patronymes d'origine maghrébine. Et donc, sur les 6 ans, sur 230 embauches, il y avait eu 2 personnes qui n'étaient pas d'origine française de nom de famille, qui avaient été embauchées en CDI. Donc, ça, c'était l'élément qui faisait basculer la charge de la preuve. Ça avait été énormément contesté, notamment par la CNIL, qui avait comme point de vue, et ça c'est une question non résolue, que si on permettait de faire la preuve de la discrimination en s'appuyant sur le patronyme des registres d'embauche, bien, et qu'on interdisait aux employeurs de traiter ces données parce que ça serait l'équivalent de traiter des données sur l'origine, on se mettait l'employeur dans une situation impossible où, comme on sait qu'au-delà des 2 mains, on ne peut pas compter, il faut compter. Bien, s'il y a beaucoup de salariés, l'employeur ne peut pas compter, mais le salarié peut compter.
Alors ça, c'était vraiment discuté, on n'a pas encore surmonté, mais dans la décision donc du 14 décembre 2022, là cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est le demandeur qui a compté, ce n'est pas la PAL ou ce n'est pas un tiers autorisé avec des pouvoirs spéciaux d'enquête. Donc, ce qui veut dire qu'il peut demander, dans un cas 145, à avoir les données du registre unique du personnel et à partir des données du registre unique du personnel, a montré qu'il y avait une différence. Là, on n'est pas de 30% à 2 personnes sur 230 sur 6 ans. On est vraiment sur une différence de registre de 18% à 8%. Et cette différence de 18% à 8% était suffisante pour, encore une fois, faire basculer la charge de la preuve. Mais dans cette affaire, la question qui était posée par la CNIL, et c'est pour ça que je la mets quand même, parce que c'est un vrai enjeu, parce que je crois qu'à partir du moment où la preuve est libre et on a le droit de faire valoir ses droits en matière de discrimination, hein, et la jurisprudence est très claire sur le fait qu'empêcher cette preuve, c'est confisquer l'accès au droit. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, nécessairement, il faut en tirer des conséquences sur les pratiques de gestion de l'employeur pour prévenir et agir sur les discriminations en amont. Donc, c'est un vaste sujet et donc, c'est là où on rejoint ce que disait Anne-Marie tout à l'heure, c'est que le droit des discriminations est un droit laboratoire pour le droit social et que cette conséquence risque d'avoir des conséquences sur des développements, sur ce qu'on permet aux employeurs de faire en matière de gestion pour prévenir les discriminations. Il y aurait beaucoup à dire hein, sur cette décision de la Cour de cassation. Et je comprends bien les pratiques de feu la halte, hein, que côté entreprise, on ne regrette finalement pas tant que ça. Parce que je dirais cette histoire de prénom, c'est une aberration totale. Là, je laisse pour l'avocat d'employeur. On est sur le nom de famille, je suis désolée. Non, oui, d'accord. Enfin, patronyme, c'est pas prénom. Oui, là, dans les décisions de la Cour de cassation, ils sont laissés les prénoms. Mais même, enfin, ça veut dire que, effectivement, ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a une origine qui est liée au nom. Enfin, c'est ça me semble. Oui, bah, d'accord. Enfin, il y en a qui changent de nom. Enfin, je trouve que on rentre dans un espèce de délire au niveau probatoire qui, moi, à titre personnel, me choque profondément. Enfin, ça, je dirais, ça fait jugé par la Cour de cassation en tact, hein, mais bon, on s'éloigne un peu de nos histoires de bureau de conciliation. Oui, alors on vous posait la question parce que c'est un rapport direct avec l'article 145 du bureau de conciliation qui peut être effectivement le lieu où on va solliciter ces données comparatives. On nous demande s'il y a des exemples de jurisprudence qui ont validé des dossiers, des données anonymisées. Moi, j'en ai pas forcément, ou en tout cas, je vous en donnerai pas. Mais bon, peut-être que David en a. Pas mal. Enfin, c'est plutôt la jurisprudence des juges du fond, pour se dire les choses. C'est plutôt la jurisprudence des juges du fond où le juge fait droit à la demande de communication et si l'employeur, je dirais, fait à minima un subsidiaire en disant ok, bon, si tant est que vous décidez de donner les documents, à minima, il faut quand même respecter un certain nombre d'exigences qui est tiré de la RGPD. Généralement, la juridiction peut être encline à y faire droit. C'est pas systématique, ça je le recommande. D'accord. Sur le bureau de conciliation, vous voulez dire quelque chose de particulier? En réponse juste à ce qui a été dit juste avant, le nouveau raisonnement, enfin le raisonnement qu'a la Cour de cassation désormais, c'est déterminer si la demande de données de comparaison est nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de la discrimination et si elle est proportionnée au but poursuivi. La question de savoir quelles données sont utiles ou pas à la preuve de la discrimination, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. C'est j'ai envie de dire maintenant le nœud du contentieux du référé probatoire, et pas que, je vais y arriver, puisque c'est la même chose quand on demande des données dans le VCO ou jusqu'à la cour d'appel. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les décisions au fond, en particulier en appel, sont extrêmement nombreuses, et encore hier, la Cour d'appel de Paris a rendu 40 décisions qui validaient un juge départisseur parisien qui avait ordonné la communication de données de comparaison d'évolution de carrière et de rémunération de centaines de salariés, puisque évidemment, on a 40 dossiers, et la Cour d'appel a retenu que les salariés victimes de discrimination, en tout cas c'est victimes de discrimination, n'étaient pas opposés à ce qu'on biffe certaines données sur les bulletins de salaire, et voilà, c'est plutôt sur ces données-là que la discussion a lieu maintenant. Les données en jeu, c'était l'adresse personnelle, des données bancaires, des données fiscales, et qui n'avaient pas
qui n'avaient pas d'intérêt dans le cadre des contentieux qui étaient là de discrimination syndicale. Évidemment, si on est dans un contentieux sur l'origine sociale, par exemple, l'adresse personnelle peut être plus intéressante. Là, c'était pas un sujet et c'est pour ça que c'est des données qui pouvaient être retirées des bulletins de salaire. Pour le reste, que ce soit la rémunération et les différents éléments de rémunération et les coefficients, tout cela et les noms, tout cela devait être mis sur les bulletins, enfin, laissé sur les bulletins, puisque ce sont des données qui devaient être contrôlées, vérifiées par les salariés constituant leur panel et analysant les données. J'ajoute juste, parce que je l'avais dit tout à l'heure, que tous ces panels, parce qu'on est quand même aussi on est dans une discussion, mais de formation aussi, que tous ces panels et toutes ces données de comparaison, il faut les demander avec astreinte pour garantir l'exécution des décisions. On les obtient régulièrement et donc je vous incite à ne pas oublier de le demander, c'est quand même important. En laissant évidemment un temps raisonnable à l'employeur pour produire des données, on peut comprendre qu'aller chercher pas mal de bulletins de paie, ça prenne un peu de temps. Mais il faut une incitation pour aller constituer son dossier de preuve. Je reviens très rapidement sur les autres moyens. Donc une fois imaginons qu'on a déjà enclenché le contentieux au fond, il y a quand même, je dirais, 3 voire 4 occasions principales de demander ces données de comparaison. Pas que données de comparaison, d'ailleurs, j'arrête pas de dire ça, mais on est aussi sur demander le rapport d'enquête, demander l'accès à des mails, demander des documents qui sont vraiment, dont on connaît l'existence, dont on arrive à établir l'existence, mais qu'on ne possède pas et auxquels on n'a pas pu accéder. Donc ça peut également être des données sociales, de l'entreprise, des rapports de situation comparés, des accords, des choses auxquelles finalement le salarié parfois n'a jamais eu accès. Tout ça, on peut le demander. Devant le bureau de conciliation, là je me base sur l'article R 1454-14, troisièmement du Code du travail, puisque le bureau de conciliation, depuis très longtemps, mais depuis 2016, c'est inscrit vraiment dans la loi, depuis très longtemps, on peut donc ordonner toute mesure d'instruction, même d'office. Alors personnellement, ça ne marche pas trop, je ne vais pas vous mentir, en particulier à Paris, les mesures d'instruction demandées en bureau de conciliation, souvent c'est un échec. J'ai vu, cela dit, des bonnes décisions, donc je suis ravie pour les confrères qui y arrivent. Mais à Paris, pour moi, c'est très compliqué. En tout cas, dans d'autres juridictions, et notamment à Nanterre, à Versailles ou en région, pour le coup, les décisions sont plus intéressantes à ce niveau-là et permettent pas mal d'obtenir ce genre de données. Et donc, c'est le même principe, panel de comparaison, données de comparaison, tout ça, on demande dans le cadre de la mesure d'instruction. De la même manière, on peut demander devant le juge de la mise en état au tribunal judiciaire, comme on l'évoquait tout à l'heure. On peut également demander, mais ça, je trouve que c'est un peu plus dangereux, au bureau de jugement par jugement avant dire droit. Ça peut être un subsidiaire, ça peut être un principal si le bureau de jugement ne s'estime pas assez informé. Là, évidemment, je vous renvoie à toutes les dispositions du Code de procédure civile 10, 11, 143, 144, 146, qui viennent bien nous dire que qui viennent nous rappeler les pouvoirs du juge d'ordonner toute mesure d'instruction, même d'office, en particulier quand une partie est la seule à détenir des éléments de preuve, le juge devant tirer toute conséquence du refus de la partie qui a les données de les produire. Bref, je reviens pas sur les règles de base de la procédure civile, mais ces règles-là, articles 907 et 788 et 789 du Code de procédure civile, nous permettent également de venir demander toutes ces informations devant le conseiller de la mise en état au niveau de l'appel. Et ça, pareil. On a un certain nombre d'ordonnances maintenant qui sont assez claires sur le sujet et qui permettent d'accéder à ces données quand on n'a pas réussi à les obtenir, par exemple, devant le bureau de conciliation. Ce que vous avez, oui, c'est moi qui vous donne des idées. On néglige aussi parfois le rôle des conseillers rapporteurs. C'est-à-dire que qui tend à être oublié. Mais c'est vrai que le conseil de prud'homme, et ça permettra peut-être de faire le lien avec les enquêtes derrière, le conseil de prud'homme, et c'est finalement quelque chose qui est assez peu utilisé, je peux le reconnaître, et parfois même c'est utilisé à la demande des conseillers de prud'homme eux-mêmes. Le conseil de prud'homme a la possibilité de demander des mesures de conseiller rapporteur et donc de faire procéder à les auditions, voire même des formes d'enquête. Et c'est vrai que ça se heurte, je dirais, à la faiblesse des moyens de la justice prud'homale et de la justice en général, mais on voit que dans certains conseils de prud'homme, les conseillers de prud'homme ont un petit peu plus de temps que peut-être le conseil de Paris. Ils peuvent faire des choses pas forcément complètement inintéressantes, justement, pour favoriser justement l'émergence de la sur le reste. Sophie, quelque chose à préciser là-dessus ou non? Non.
Alors, donc là, vous nous avez parlé de l'accès à la preuve, les moyens d'obtenir les données comparatives ou les autres éléments utiles à l'établissement ou comment dire ça, pas l'établissement, mais à la fourniture d'éléments laissant supposer l'existence de la discrimination. Mais une fois qu'on a ces données, quelque part, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout par rapport au RGPD, le fait que ce soit des données personnelles. Quels sont les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine? Que nous dit, par exemple, la Cour de cassation. Je vois, Clara, que vous cherchez une décision de la Cour de cassation pour répondre à cette question. Peut-être avant la Cour de cassation, peut-être avant, revenir au RGPD lui-même et de rappeler le cadre juridique du RGPD qui quand même... Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais proposé. Parce que moi, c'est quelque chose qui est très... qui est quand même... le RGPD n'empêche pas la preuve. Et par définition, quand on est dans n'importe quel contentieux devant n'importe quelle juridiction, on traite des informations personnelles sur les gens. Donc, dans la logique, deuxièmement, il y a les responsables de traitement. Dans le cadre judiciaire, il y a les auxiliaires de justice, mais il y a aussi les justiciables qui sont mis en cause par rapport à des choses qu'ils ont fait et dans le cadre desquelles ils traitent des données. Donc, ça fait une certaine... cette question-là s'est invitée dans les débats sur l'accès à la preuve en matière de discrimination. Donc, sans anticiper ce qu'allait dire Clara, ce que je vous propose, c'est de quand même aller regarder ce qui est écrit dans la loi de informatique et liberté elle-même et dans le RGPD. Donc, l'article 5 précise que le traitement est légal s'il est soumis au consentement de la personne, ou, et là c'est toute la question parce qu'on sait qu'il y a des employeurs qui ont soulevé l'absence de consentement, s'il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis. Ça s'invite dans ce à quoi j'ai fait référence plus tôt. Deuxièmement, si on regarde le RGPD lui-même, l'article 8, paragraphe 5, les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ne sont pas visés comme tels par l'interdiction de traitement des données personnelles. Et là, on n'est que sur les données personnelles. Après, si on va sur les données sensibles, parce qu'il y a quand même une différence entre les données personnelles, telles que l'adresse, comme l'a mentionné Clara, le nom, l'anonymisation, ça relève de ça, et les données sensibles, là, on est dans ce dont on parlait juste avant, qui sont par exemple les indices de l'origine, par exemple, ou sur le handicap, ou sur la maladie, pour les gens qui auraient des argumentaires à faire sur l'impact d'une mesure sur les personnes qui ont été en arrêt maladie pendant l'année. Il y aurait donc une preuve comparative où on regarderait la situation de personnes qui ont eu des arrêts maladie qui ne sont pas nécessairement dans le contentieux. Donc, on pourrait invoquer qu'il s'agit de traiter des données sensibles. Donc, sur tous ces facteurs, l'article 9.2F du RGPD nous dit le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que les juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle. Donc, il y a clairement, au regard du RGPD, une exception. Ceci étant, et là on revient à notre discussion d'avant, tout est lié, il va avoir la question de l'hygiène des données, de leur raisonnabilité, de leur nécessité. Et c'est là que la discussion et le RGPD lui-même intervient pour inviter à traiter que les données qui sont strictement nécessaires en toutes circonstances. Et c'est là où, très clairement, la construction jurisprudentielle a commencé et a des beaux jours devant elle. Donc, je sais pas. Clara, David, sur ce point, sur la conservation des données. Je citerai sur ça, c'est parfait. La décision qui a été rendue par la Cour de cassation le 8 mars dernier et qui vient bien rappeler, qui répond à cet argument qui est soulevé souvent par l'employeur, sans d'ailleurs aller dans le détail. On va nous dire que le RGPD s'oppose à la production de ces données sans vraiment expliquer pourquoi, alors qu'en effet, le RGPD prévoit, le RGPD qui a été évidemment intégré dans la loi informatique et liberté 78,
que la Cour de cassation rappelle bien que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et qu'il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. En particulier, ici c'est le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. La Cour rappelle encore que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle, à la conviction, c'est ce qu'on pourra voir tout à l'heure, que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit. Alors, on alterne en fonction des décisions entre indispensable et nécessaire. Bon, comme on est des juristes, on pourrait en parler des heures, mais en réalité, toutes les décisions, au fond, relèvent finalement la même chose une fois qu'on a bien le motif légitime. Et l'idée qu'il faut comparer les évolutions de carrière et de rémunération, ces données-là sont nécessaires à la preuve de la discrimination et de son étendue. Et sur la question de la proportionnalité de l'atteinte, on revient à l'enjeu de déterminer quelles données sont véritablement utiles à la preuve de la discrimination. En tout cas, cette décision vient nous rappeler que, là c'était le cas d'une salariée qui se comparait, je crois, à des hommes, tout à fait, et à des postes de niveau comparable. On n'était pas sur l'évolution, mais sur le principe à travail égal, salaire égal. Et la Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a ordonné la production des données et des bulletins de paie avec occultation des données personnelles, sauf évidemment, les noms et prénoms, la classification, pour vérifier l'évolution, et toutes les données relatives à la rémunération. Donc, à l'histoire de l'hygiène des données, comme le rappelait Sophie. Je ne pense pas avoir grand-chose à ajouter. Non, parce que finalement cette décision, c'est la traduction concrète de ce qu'on expliquait tout à l'heure, à savoir qu'il y a cette espèce de droit à la preuve qui doit être concilié avec d'autres libertés. Finalement, c'est un peu dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, cette espèce de balancier que la Cour essaie de stabiliser. Et finalement, elle est assez peu, on va dire, surprenante, cette décision de la Cour de cassation. Et bon, moralité de l'histoire, c'est vrai que invoquer, comme on a pu le faire par le passé côté direction, RGPD, au motif que c'était le secret des affaires, non, c'est quelque chose qui, je pense, est une technique certes intéressante, mais probablement assez casse-gueule. Qui ne marche plus. Ça a eu marché, mais ça marche moins bien. J'ai une chose à ajouter, et parce que il y a un certain nombre d'employeurs qui soulèvent l'idée selon laquelle finalement le salarié qui demande des données de comparaison et des données nominatives va faire un usage quasi frauduleux ou en tout cas mal intentionné de ces données et hors du contentieux. Sur cet argument, les décisions dont je vous parlais tout à l'heure d'appel de Paris répondent assez clairement que, d'une part, la mauvaise foi d'une partie ou l'utilisation frauduleuse ne se présume pas, et donc il revient à l'employeur d'apporter au moins un commencement de preuve de ce qu'il peut légitimement supputer que les salariés vont faire un mauvais usage des données, et d'autre part, que l'article 145, et finalement pour les mesures d'instruction c'est la même chose, fixe bien les limites de la production des documents à l'exercice du procès concerné. Moi je sais que quand les employeurs me soulève cet argument, car c'est quasi systématique, ce que je peux comprendre d'un point de vue stratégique, tout le monde d'un point de vue humain pour le coup, c'est que on n'a jamais un dossier, nous, où les salariés ont fait un usage frauduleux de ces données. On n'a jamais eu de débordement ou de mauvais usage. Donc bon, ça arrivera peut-être un jour, mais dans ce cas-là, le salarié qui devient finalement le responsable de traitement des données personnelles qui lui sont transmises dans le cadre du contentieux pour son contentieux, s'il fait une utilisation malveillante des données, pourra être poursuivi aussi bien civilement que pénalement sur cette mauvaise utilisation. Comme ça n'est jamais arrivé, il n'y a pas de contentieux, on verra. Mais je vais mettre un petit bémol cette affirmation. Bon, petit 1, c'est quand même pas rare que le salarié harcelé, discriminé, soit accompagné à l'audience d'une ou plusieurs organisations syndicales. Donc déjà, ça multiplie le nombre de personnes qui sont bénéficiaires des éléments qui sont communiqués par l'employeur, d'où la difficulté d'identifier la fuite. Parce qu'évidemment, on dira toujours, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est le premier point. Et puis, il me revient un dossier assez croquignolesque qui m'avait plutôt amusé. C'était le dossier d'une déléguée syndicale qui poursuivait son employeur en discrimination, qui demandait d'ailleurs de la juridiction la communication de documents, communication à laquelle on ne s'était pas opposé, mais on avait simplement demandé une certaine anonymisation des données. En réponse, on nous avait expliqué que ceci était
scandaleux. La déléguée syndicale, oubliant que dans un autre dossier, il y a quelques années, lorsqu'on avait produit les éléments non anonymisés dans un autre dossier concernant un de ses collègues de la même organisation syndicale, elle avait déposé plainte contre l'entreprise pour justement violation de ses données personnelles. C'était toujours intéressant de voir un petit peu les renversements de rôle. Donc voilà, donc je vois-t-il que moi je suis quand même beaucoup moins, ambitieux quant à la non-révélation par les uns par les autres des éléments de rémunération. C'est pour ça que c'est généralement ce qu'il est important d'obtenir de la juridiction. Et ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut se faire entre confrères, c'est de bien, lorsque vous concluez sur ces dossiers comme ça, c'est de dire que si demain vous deviez être astreint à communiquer ces éléments, qui sont les éléments sensibles qui touchent à la rémunération, de bien préciser les données qui doivent être anonymisées, parce que parfois vous pouvez avoir sur les bulletins de paie des numéros de matricule, donc il n'y a pas que les numéros de sécu, il n'y a pas que les dates d'entrée, voilà, donc il y a effectivement toute une série d'éléments qui doivent être anonymisés pour qu'on ne puisse pas retrouver le nom des gens. Et c'est vrai que côté défendeur, ça veut dire qu'il va y avoir un gros boulot qui doit être fait parce qu'il va falloir numéroter tous les bulletins de paie pour que derrière, évidemment, celui qui les réclame puisse s'y retrouver pour savoir que le bulletin de paie numéro X, ça correspond bien au salaire minimum. Voilà ce que je peux préciser sur ce sujet. Alors, justement, on nous pose une question. Alors, je précise tout d'abord que les références de l'arrêt, c'est l'arrêt du 8 mars 2023, on les a données un peu plus haut. Ils sont dans les références des arrêts qu'on a déjà donnés. Et la question qu'on nous pose, qui est en lien direct avec les données, à part l'astreinte, comment contraindre l'employeur à communiquer les données qui lui est ordonné de produire? Comment on fait quand on a un employeur qui ne veut pas produire? L'astreinte, c'est déjà pas mal. Ouais. Je dirais qu'en fait, si ça n'a pas marché ou s'il n'y a pas eu d'astreinte ordonnée, on va demander le juge de l'exécution, tout simplement. Une fois qu'on a la décision, on va demander l'Angex et on demande évidemment la fixation d'une astreinte dans un premier temps et ensuite la liquidation. Pour le coup, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Surtout que l'astreinte, ça court, et ça peut représenter des montants assez considérables. Ouais. Au-delà de l'astreinte, il y a une certaine jurisprudence, à la fois de la Cour de justice et il y a une application de cette jurisprudence par la Cour d'appel de Toulouse en 2002. Je n'ai pas la référence ici, dans une affaire qui s'appelait IBM contre Luscaille, où la Cour a décidé que lorsqu'on ordonne à l'employeur de produire des données et qu'il ne les produit pas, ça transfère la charge à la preuve. Et donc, ça peut être une façon quand même de gérer cette non-coopération. Et aussi, dans l'affaire Meister de la Cour de justice, a choisi également la même voie, l'obligation de transparence qui est afférente à l'obligation de non-discrimination, notamment en matière de rémunération, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, implique que le défendeur qui ne produit pas les éléments pour aller vérifier l'allégation de discrimination, eh bien, il conforte la présomption. Et donc, je crois que dans les situations où, au-delà de tout, on aurait quand même un enjeu, au-delà de l'astreinte, à aller plus loin dans la résolution judiciaire de l'affaire, il ne faut pas oublier cette possibilité argumentaire qui, quand même, peut produire un effet assez déterminant, parce que du coup, si il y a un basculement de la charge à la preuve parce qu'on n'a pas de produit et des données qu'on devait produire, on ne pourra pas amener la preuve non plus qu'il n'y a pas de discrimination. Donc, c'est un peu la fin des haricots. Donc, on peut voir ça comme un jeu de poker auquel il peut y avoir des suites assez favorables aux demandeurs. Alors, concernant les références de l'arrêt que vient de nous citer Sophie, alors on ne peut pas vous les donner précisément. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse de 2002. On va essayer de le retrouver d'ici avant 18h, pardon. On va essayer de vous donner ces éléments. Quelqu'un nous fait une observation. Encore faut-il que l'astreinte soit suffisante. J'ai déjà eu des astreintes de 5 € par jour et limitées à 2 mois. Effectivement, c'est pas un moyen de pression pas un moyen de pression suffisant. Ça, c'est clair. Encore faut-il qu'il y ait une astreinte qui soit suffisamment dissuasive pour obliger l'employeur à produire ces éléments, ou comme le disait Sophie, le fait qu'il ne produise pas ces éléments, c'est aussi peut-être une démonstration des allégations du demandeur. On va peut-être passer à une autre partie de notre débat, la preuve extrajudiciaire. On vient de parler de l'accès à la preuve.
durant l'instance, pendant l'instance, et comment peut-on obtenir donc la preuve de discrimination, enquête interne, moyen d'accès aux documents internes, les autres acteurs, le défenseur des droits. Peut-être on va commencer par l'enquête, enquête interne ou enquête externe. Peut-être on peut aussi se poser la question de l'enquête externe, puisqu'on voit que là aussi la jurisprudence est assez prolixe en ce moment sur le sujet de l'enquête interne, pardon, qui doit la faire, quelle est sa valeur, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Clara? Que peux-tu nous dire sur l'enquête interne, voire l'enquête externe? On pourrait en dire plein de choses, donc je vais essayer d'être synthétique. Je vais aborder peut-être deux aspects. Le premier, en plaçant voilà, de la constitution du dossier en discrime. Le premier relatif au devoir finalement de l'employeur de procéder à une enquête en cas de dénonciation d'une discrimination ou d'un harcèlement discriminatoire, ou généralement d'un harcèlement ou d'un manquement en réalité grave. Ce devoir peut découler d'une alerte faite par notamment un représentant du personnel, peut découler simplement de la dénonciation faite par le salarié en question. Ce qui est certain, c'est que je crois que maintenant, au fond, il est pas mal établi que lorsque le salarié dénonce une discrimination, un harcèlement discriminatoire, et que l'employeur ne fait rien, il s'expose quand même à être condamné aussi bien, à ce que ce soit retenu comme un élément de fait sans supposer l'existence d'une discrimination, et aussi à être condamné sur le fondement de la violation de son obligation de prévenir finalement le harcèlement et souvent les discriminations. Ça, c'est une obligation qu'on trouve pas mal dans les accords de branche ou les accords collectifs. Donc, une fois que j'ai passé cette question du devoir, de l'obligation de l'employeur de faire des enquêtes, une fois qu'il en fait, en général, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de dossiers où on en vient à les critiquer, à critiquer les conditions de l'enquête et leurs valeurs probantes. Finalement, voilà, une fois que l'employeur est obligé de faire une enquête, on ne va pas lui reprocher de la faire, mais on va souvent trouver côté salarié, c'est quand même des enquêtes qui sont faites de manière assez questionnable, pas dans des conditions d'objectivité et d'impartialité qui sont requises par la jurisprudence pour le coup depuis bien longtemps, bien avant la généralisation des enquêtes faites notamment par des cabinets externes ou par des cabinets d'avocats dans les entreprises. Je précise, bon, je pense que vous l'aurez dit, mais pour le coup, il est retenu par la Cour de cassation de manière claire que des cabinets externes peuvent tout à fait faire ces enquêtes. Je crois que c'est en 2021 qu'on a eu une décision comme ça, qui est venue nous dire que c'est pas parce que l'enquête est faite par un cabinet externe qu'elle perd toute valeur probante. J'ai envie de dire au contraire. La question, c'est quelles sont ces conditions de mise en œuvre et quelle est la portée des conclusions de l'enquête. J'aimerais sur deux choses. La première, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais que ce soit des enquêtes en matière disciplinaire ou non, il y a la question de la transparence et de l'accès finalement non seulement aux conclusions de l'enquête, mais au contenu de toute l'enquête et des auditions qui ont été faites dans le cadre de cette enquête. Ce droit d'accès du salarié, pour l'instant, et c'est un droit qui est vraiment en construction, je crois qu'on sera bien d'accord là-dessus, pour l'instant, il n'est pas du tout mis en œuvre ni garanti pendant l'enquête ou après, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait une décision souvent défavorable à l'encontre du salarié qui fait le contentieux. On n'a pas d'accès à l'enquête, en tout cas on a accès juste à la synthèse de l'enquête qui se retrouve finalement dans la lettre de licenciement. C'est quand le salarié initie le contentieux qu'on finit par avoir accès à la totalité de l'enquête. Et là, je ne reviens pas sur les moyens d'accès, le 145, le BCO, tout ça, on a quand même pas mal de décisions maintenant qui permettent d'accéder au contenu de l'enquête. Donc ces outils procéduraux par demande provisionnelle ou par David l'a très bien rappelé, je n'avais même pas parlé, alors je l'avais noté quand même, je l'avais noté auparavant, au fait que les conseillers rapporteurs peuvent en effet faire des auditions de témoins et donc finalement compléter l'enquête qui a été faite par l'employeur. Quand je vous disais tout à l'heure que finalement, quand on conteste souvent les modalités de conduite de ces enquêtes, il faut vérifier si l'enquête a été vexatoire, si elle s'est faite dans des conditions loyales ou pas. Le fait qu'elle ait été faite sans entendre le salarié, ce n'est pas nécessairement une condition qui va faire tomber l'enquête. En revanche, ça peut être utilisé quand même au soutien d'une critique de l'enquête, notamment quand les témoins du salarié n'ont pas été entendus. Parce qu'on peut se poser la question de savoir si l'enquête n'est pas totalement à charge et si son déroulement ne fait pas que ça lui retire toute valeur probante. Les
des obligations, là, je vous encourage, pour aller vite, à aller regarder quand même du côté de l'obligation de loyauté, l'obligation de prévention des risques, hein, 41-21-1 de prévention du harcèlement, 52-4, qui sont des fondements sur lesquels on peut s'appuyer pour venir critiquer la conduite de l'enquête. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres éléments à évoquer, mais je répondrai peut-être à David David et puis après Sophie. Je vais reprendre sur le sujet de l'enquête. Alors c'est intéressant parce que c'est un droit qui est vraiment en construction. Donc on a vraiment le sentiment d'être en face de quelque chose de nouveau, alors qui est nouveau et en même temps qui est compliqué. Compliqué parce que c'est vrai qu'on fait reposer sur les entreprises des exigences assez particulières sans que les entreprises aient le pouvoir de police. Et donc finalement, l'entreprise doit s'ériger comme un enquêteur, magistrat, censeur. Enfin, donc tout ça, ça me semble être un petit peu compliqué comme rôle. Mais bon, en tout cas, c'est l'exigence du juge. Sur les enquêtes, moi, je vais rappeler plusieurs points. Je suis peut-être un petit peu plus long sur le reste, mais mon excuse, c'est que, bon, déjà, petit 1, sur la question de l'enquête, il faut quand même identifier quelle est la nature de l'alerte. Parce qu'on parle beaucoup des enquêtes, mais les enquêtes sont quand même en lien avec une alerte. Et donc, il y a un premier boulot, qui est un boulot de base du juriste, qui s'appelle la qualification juridique. De qui émane l'alerte? Est-ce que c'est une alerte qui émane d'un entendu personnel? Si ça émane d'un entendu personnel, dans le cadre d'une atteinte aux droits des personnes, vous avez quand même un petit bout de base juridique avec un petit bout de précision dans le cadre du travail, et qui vous impose notamment l'obligation de mener une enquête conjointe. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas beaucoup plus de précision dans le texte, mais au moins, vous devez faire, je cite le texte, sans délai, une enquête conjointe. Si l'alerte passe par un système de, entre guillemets, compliance, si le terme est épouvantable, en clair, loi 52, 3, 4, tout ce qu'on veut, là, vous avez un autre régime juridique, vous avez des obligations de préservation de la confidentialité, vous avez des sanctions pénales qui sont associées, donc c'est encore un autre régime juridique. Et enfin, si ça passe par un autre canal, c'est ce qu'on appelle, nous, les alertes, entre guillemets, sauvages, parce qu'elles ne sont pas encadrées par un texte. Là, pour le coup, c'est un espèce de droit prétorien qui tend à se développer au jour le jour. Alors, j'ai écouté Clara avec un petit sourire, parce que immédiatement, elle s'est polarisée sur comment dézinguer le rapport d'enquête. Et ça, c'est toujours intéressant, parce que d'un côté, on vous dit, bah oui, vous n'avez rien fait, donc vous êtes sanctionnable, et puis quand vous faites quelque chose, bah, vous avez fait n'importe quoi, donc vous êtes sanctionnable également. Bon, ça, je dirais, chacun est dans son rôle, mais ça m'a fait un petit peu sourire. Autre point, mais néanmoins, elle a raison, parce que c'est vrai qu'il y a toute une problématique autour de la qualité de l'enquête, qui est aujourd'hui parfois pas suffisamment prise en compte par les entreprises, même si elles ont tendance à apprendre vite, je dirais, compte tenu des sollicitations technologiques. Alors, sur la question de savoir qui doit mener l'enquête, il y a un vrai débat. L'enquête, elle peut être soit menée en interne, et ça, c'est vrai que moi, je vais parler pour ma chapelle. L'idée, on forme les DRH à faire les enquêtes internes, et on intervient également en qualité d'enquêteur externe. On a les deux casquettes. On voit un petit peu comment ça marche. Donc, nous, on forme les DRH ou les juristes en droit social, justement, à la façon de mener l'enquête, et avec un certain nombre d'exigences qui d'ailleurs été bien rappelées par Clara, à savoir un minimum d'indépendance, être capable d'être un petit peu en retrait par rapport à son dossier. Et puis aussi, il y a le problème des témoins, et c'est vrai qu'il y a le panel des personnes qui doivent être auditionnées. C'est vrai qu'on comprendrait assez mal qu'on auditionne 490 personnes qui innocentent le prétendu agresseur et 0 personne qui confirme les propos de la personne qui est agressée. En fait, il y a quand même une méthodologie qui est à construire sur comment est-ce qu'on réalise l'enquête. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est à qui est-ce qu'on la confie. Là-dessus, moi, je suis un petit peu militant, non pas parce que j'en fais, mais parce que il me semble que les avocats, et puis on est un petit peu entre nous, c'est-à-dire qu'on est quand même, me semble-t-il, plus légitime que tout le monde pour les faire, dès lors qu'elles sont externalisées. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'enquête en matière de droit du travail, c'est quoi? C'est de donner, quelque part, enfin, moi, ma philosophie, c'est qu'on va, quelque part, demander à l'avocat de se situer en amont du juge. Et finalement, on va demander à un professionnel, qui, à mon sens, ne peut pas être le conseil de l'entreprise,
ça, chacun fait ce qu'il veut. On va demander à un professionnel d'intervenir et de donner une opinion juridique sur l'état du dossier, un petit peu à l'instar de ce que ferait le juge. Et donc, ça va permettre d'éclairer la décision de l'entreprise, plutôt que d'aller voir le juge en disant, tiens, au fait, j'ai un problème de harcèlement moral, de harcèlement sexuel à la maison, est-ce que tu viens me dire ce que tu en penses? On va demander à un professionnel privé de donner une opinion sur ce sujet. Donc, ça nécessite qu'il y ait une formation, justement, de ces enquêteurs externes. Alors, le CND, il faut rendre ça au CND, a produit un guide sur le sujet. Alors, j'ai pu comprendre que tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ce qu'il y avait en contenu de ce guide, mais au moins, il y a le mérite d'exister. Qui donne un minimum de base à la façon dont l'avocat peut pas intervenir. Et donc, j'en reviens toujours sur la question de notre légitimité à nous, avocats, de le faire, c'est que, vu qu'il s'agit de délivrer une opinion juridique sur une qualification juridique, je suis désolé, je ne vois pas qui d'autre que nous peut le faire. Alors, j'adore faire des enquêtes avec des psys, j'en fais régulièrement, je trouve ça très sympathique, mais il me semble quand même qu'à un moment ou un autre, s'il faut dire oui, harcèlement moral, oui, harcèlement sexuel, c'est quand même plus le professionnel du droit qui est légitime que le consultant RH, qui va être très bien pour nous dire qu'il y a des problèmes d'organisation, ou le psychologue qui va être capable de dicter les traitements de l'âme, mais à un moment ou un autre, lorsqu'on va plaider devant un dossier, on ne va pas plaider devant un psychologue, on ne va pas plaider devant un cabinet de consultant RH. Donc, c'est pour ça que je pense que les avocats ont une légitimité sur ce sujet. J'en ai quasiment terminé. L'autre point qui est important aussi dans les enquêtes, et là il y a encore tout à écrire, c'est la question de la confidentialité, parce qu'une enquête, c'est déstabilisant pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des salariés qui vont passer devant un avocat, donc ils sont toujours un petit peu impressionnés. Donc, et c'est vrai que lorsqu'on doit arriver en tant qu'enquêteur, il me semble qu'on doit arriver quand même avec assez modestement. L'idée, c'est pas d'aller faire une espèce de grand bazar dans l'entreprise, n'arrivera jamais à se remettre. Il faut quand même qu'on arrive de manière un peu modeste pour faire en sorte que le collectif de travail, qui est déjà assez ébranlé par rapport à des accusations de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, puisse continuer à fonctionner. Donc voilà, c'est me semble-t-il, ce qu'on pouvait dire sur la question de l'enquête. Et puis après, puis j'en aurais terminé par là, j'en ai déjà trop dit, c'est que si vous voulez pas que Clara arrive derrière et vous dézingue votre rapport d'enquête en vous disant que ça a été fait à charge par l'avocat du patron et en auditant personne, c'est vrai qu'il y a un peu de méthodologie à voir, ça s'apprend, et parce que si derrière le rapport est ni plus ni moins que retoqué, et nous on le voit bien dans les dossiers de harcèlement, l'avocat du salarié qui a été licencié sur la base du rapport, systématiquement, il attaque le rapport, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il y a un rapport qui dit t'as fait du harcèlement moral, t'as fait du harcèlement sexuel. Bon, il va se concentrer sur le rapport, c'est normal, c'est le jeu, donc c'est pour ça qu'il faut que le rapport, dont la validité a été reconnue comme élément de preuve par le juge, ce qui est un point important, y compris quand c'est fait en externe, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que le rapport il soit fait avec un tout petit peu de sérieux, quoi. Même avec peut-être beaucoup de sérieux, n'est-ce pas, Sophie? Oui, donc on va essayer de revenir un peu sur les conditions du sérieux de cette enquête externe. Sachant que c'est simplement pour remettre peut-être citer quelques décisions. Le rapport n'est pas attaquable comme tel parce qu'on n'est pas d'accord avec les paramètres de l'enquête. C'est-à-dire qu'il sera toujours recevable dans le dossier de la Cour. Ce sont des décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juin 2022 et du 29 juin 2022 également, qui le rappellent. Cependant, on va pouvoir en attaquer la crédibilité. Et donc, c'est pourquoi il faut à la fois, et c'est vrai, parce que c'est au cœur de la problématique, les enquêtes sont extrêmement déstabilisantes pour les environnements de travail. Et pour protéger les salariés qui signalent des représailles, ce qui est une obligation qui apparaît à l'article 3 de la loi du 27 mai 2008, dans le cours de l'enquête, les enquêtes qui durent 6 mois, où tout le monde en parle à la machine à café, qui justement déstabilisent l'organisation, il n'y a aucune chance que le salarié en question n'en subisse pas les conséquences. Donc, alors, il faut peut-être revenir, parce que je vais redire ce qui a été dit, mais peut-être un peu en quelques autres termes. Il faut créer un circuit sécurisé pour le salarié à l'enquête. Donc, les modalités de signalement et comment on décide de faire l'enquête, qui y est associé. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut que si l'enquête va être menée en interne, elle soit menée par un nombre extrêmement restreint de personnes qui sont associées et à l'enquête et aux conclusions qui vont être tirées de l'enquête. Parce que si on commence à associer tout le monde,
la discrétion ne peut pas survivre à plus d'un certain nombre de personnes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le résultat de l'enquête n'est pas communiqué ni aux signalants, ni aux personnes entendues, qui s'en plaignent très souvent, ni aux mises en cause. Parce que sinon, effectivement, le rapport d'enquête va circuler partout. Alors, il y a un enjeu, c'est celui du RGPD. Chaque personne entendue a un droit de correction sur ce qui est gardé de ce qu'elle a dit. Le signalant a un droit de correction sur le compte-rendu ou ce qui est retenu de sa version des faits, et le mise en cause aussi, le cas échéant. Et donc, c'est ce qui veut dire qu'à partir du moment où on intègre dans sa pensée le fait que toutes les données et tous les paramètres de qui va discuter de l'enquête avec qui et du contenu de l'enquête et de ses modalités doivent être dans cette logique d'hygiène des données, j'y reviens, de contrôle, de droit d'accès et de droit de correction, bien, ça veut dire que c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas commencer à partager ce rapport d'enquête. Et il faut en faire la pédagogie, parce que le signalant, le mis en cause et les personnes entendues, en général, le vivent très mal. Mais si on ne le fait pas, on ne respectera pas les droits des personnes qui sont impliquées. Je me positionne complètement sur un autre registre de si l'enquête est bonne, pas bonne, bien faite. Donc ça, c'est un paramètre très important et qui conduit à la crédibilité du dispositif pour l'avenir. C'est-à-dire que des enquêtes qui se sont mal passées, bien, personne ne va y croire. Et les prochaines victimes ne saisiront pas pour qu'il y ait une enquête. Je veux dire, à un moment donné, pour que le dispositif d'enquête que préconise la Cour de cassation ou la loi sur les lanceurs d'alerte fonctionne, il faut à la fois une réactivité, il faut faire l'enquête avec une très grande diligence, mais aussi que ce silo sécurisé soit vraiment effectif. Donc, réactivité, sécurisation et en tirer les conséquences. Et en fait, toute la crédibilité de ce qui est en voie de se mettre en œuvre va dépendre de la capacité à se familiariser avec ça. Alors, je pense que l'expertise, elle est d'une part au niveau de l'enquête elle-même, et l'expertise sur l'enquête, c'est pas qu'une expertise en droit. C'est une expertise sur comment on interroge les personnes pour qu'elles parlent, pour qu'elles soient pas totalement en difficulté, qu'elles en perdent leurs moyens, qu'elles oublient les faits, qu'elles aient tellement peur du dispositif qu'elles ne disent rien. Donc, en vérité, il faut quand même, pour que l'enquête réussisse, qu'il y ait une personne qui est capable de parler aux gens de manière à ce qu'elles disent ce qu'elles ont à dire. Et pour ça, il faut qu'elles croient dans le dispositif. Alors, c'est une espèce de machine qui prend un certain temps à roder, mais qui est absolument fondamentale parce que sinon, les gens ne diront rien. Donc, être compétent pour faire l'enquête, ce n'est pas qu'une compétence en droit. Et bon, sur qui doit faire l'enquête, je vais revenir quand même sur quelques décisions. Le prestataire extérieur est absolument nécessaire, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en cause le supérieur hiérarchique et qu'il est celui qui ferait l'enquête. La Cour de cassation a décidé que si on confie l'enquête à la personne ou à la gouvernance qui est impliquée ou qui est trop proche de la personne qui est mise en cause, l'externalisation est absolument nécessaire. Donc ça, c'est une décision de la Chambre sociale du 6 juillet 2022, dont on va vous indiquer les coordonnées. Donc, l'impartialité de l'enquête passe justement par cette neutralité, cette distance et cette efficacité en recevoir les résultats. Quant à la communicabilité, eh bien, peut-être que 145, mais s'il est totalement délié de contentieux, en tout cas, moi, je m'interroge à savoir que comme la Cour de cassation a déjà décidé que l'enquête interne relevait du pouvoir unilatéral disciplinaire de l'employeur et n'était pas accessible aux salariés, que tout simplement on fasse un 145 pour l'avoir hors de tout contentieux. Je pense que ça ne fonctionnerait pas vraiment. Alors, la décision de la Cour de cassation qui dit que le salarié n'a pas un droit d'accès à l'enquête, c'est la décision du 29 juin 2022 qui vous a déjà été citée. Donc, voilà les petits éléments que je voulais. D'accord. Il y a une question qui est posée, et le coût? Parce que c'est quand même une problématique. Je vais répondre. Le coût, il y a plusieurs coûts. Alors, il y a le coût humain, forcément,
c'est difficilement quantifiable. Après, j'imagine que la question, c'est par rapport au coût financier. Si c'est fait en interne, entre guillemets, ça coûte rien, si c'est le temps que les collaborateurs de l'entreprise vont y passer. Si c'est fait en externe, la grande difficulté, c'est par rapport au nombre de personnes que vous allez devoir auditionner. En fait, quand vous devez faire votre lettre de mission sur un sujet comme ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes qui sont un petit peu chronophages. Vous avez quand même la détermination de la mission qui n'est pas toujours très très bien définie par le client. Ensuite, vous avez le recollement des éléments de preuve, parce que c'est vrai que nous, systématiquement, on demande aux clients de nous envoyer des éléments de preuve, en tout cas les éléments du dossier, pour voir déjà où est-ce qu'on met les pieds. Donc déjà, vous pouvez avoir 3 fois rien ou alors 4 annuaires de pièces. Et puis après, la mission n'est pas la même en fonction de savoir si vous devez auditionner 3 personnes et demie ou au contraire 22 ou 25. Et si en plus vous le faites à 2, parce que je sais que nous les enquêtes, l'idée c'est pas de rajouter du temps sur du temps, mais systématiquement on intervient à 2 avocats sur le dossier, parce que pour justement essayer d'avancer un peu vite, on fait les questionnaires en séance et on fait signer les gens au terme de l'audition, une fois qu'ils ont eu l'occasion de se relire. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui pose les questions et puis il y en a un autre qui prend les notes. Donc c'est vrai que les enquêtes, ça peut être coûteux pour les entreprises. Et sans voler les clients, ça peut vite représenter plusieurs milliers d'euros, voire dans certains cas, c'est compliqué, plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est difficile de vous le quantifier parce que forcément, toutes les enquêtes ne sont pas les mêmes, mais c'est pas, je dirais, il ne faut pas que le client s'imagine s'en tirer pour 500 balles. Il y a une question qui est posée, qui est intéressante, c'est le problème des preuves illicites, parce qu'on voit que l'employeur, il a effectivement, au terme de la jurisprudence, la possibilité de faire des enquêtes internes, mais quid du salarié et des moyens de preuve qu'il peut récolter, je vais y arriver, certes de manière illicite. Qui c'est qui veut répondre sur... Parce que ça, c'est une jurisprudence qui va nécessairement évoluer, me semble-t-il, puisque ça va être le pendant de ce qui est accordé à l'employeur. Moi, j'y vois une certaine logique. Moi, la question qu'on évoquait justement en aparté avec Clara, c'est le salarié, lui, il va pas aller faire, ça me semble assez illusoire que le salarié aille faire ses propres auditions dans son coin. S'il en ressent le besoin, il peut obtenir de ses collègues de travail des attestations. Et ça, s'il veut le faire, il n'y a pas de difficulté. Après, il y a une autre stratégie, mais je dérive un petit peu sur un autre sujet. Ça peut être de demander à l'inspecteur du travail, évidemment, de la faire l'enquête. Nous, on l'a vu sur des dossiers où le plaignant s'estimant insatisfait du travail qui a été fait par la direction, a demandé à l'inspection du travail de bien vouloir faire le boulot, et c'est l'inspection du travail qui s'est mis à faire de son côté l'enquête. Alors là, autant vous dire que le côté un petit peu précautionneux, discret et délicat de l'enquête se casse complètement la figure quand c'est l'inspection du travail qui s'en fait. Mais ça, on en reparlera peut-être après l'inspection du travail. Sur la preuve illicite, Sur la preuve illicite, je compléterai juste en disant que dans le prolongement finalement des décisions dont on parlait tout à l'heure de la Cour de cassation et de la redéfinition du droit à la preuve par rapport au droit à un procès équitable, et toujours la question de la nécessité et de la proportionnalité de l'appréciation de la preuve, on a plusieurs décisions de la Cour de cassation qui étaient pour le coup plutôt en faveur de l'employeur du 25 novembre 2020 et du 10 novembre 2021, peut-être qu'on mettra les références après, qui viennent dire, et là il s'agissait d'enregistrement par vidéosurveillance, si je ne m'abuse, qui vient faire donc des décisions qui approuvent des cours d'appel, qui ont fait la distinction entre la licéité, l'illicéité de la preuve, en l'occurrence, et leur recevabilité. C'est-à-dire que on avait condition obligatoire de la licéité de ces enregistrements par vidéosurveillance, le fait d'avoir consulté le CSE et d'avoir informé préalablement les salariés, le salarié concerné en l'occurrence du fait qu'il était filmé pour surveiller son activité. Bon, je ne reviens pas sur toutes ces précisions-là. Donc,
preuve illicite s'était établie, mais la Cour de cassation a considéré que c'était possible que ces preuves soient recevables, je m'abuse, que ces preuves soient recevables dans la mesure où voilà, il fallait vérifier si finalement ces preuves pouvaient être obtenues autrement, ce qui n'était pas le cas ici. Et évidemment, ces décisions ont vocation à s'étendre en matière, par exemple, de harcèlement sexuel, puisqu'on a quand même bien souvent des preuves comme ça où, de toute façon, les salariés viennent nous voir et nous disent j'ai un enregistrement, mais je sais qu'on n'a pas le droit de le produire. Bon, nous, c'est vrai qu'on est plus souple maintenant avec l'utilisation de ce genre de preuves. Il y a évidemment tout un tas de manières de les utiliser, mais disons qu'aujourd'hui, si on arrive à faire la preuve du comportement discriminatoire ou harcelant d'aucune autre manière, finalement, ces enregistrements, ils ont vocation à être produits dans les contentieux pour faire continuer de faire évoluer la jurisprudence à ce niveau-là. Voilà ce que j'avais à dire sur la preuve illicite. Je crois qu'il nous reste assez peu de temps, c'est ça? Alors, il nous reste assez peu de temps, parce qu'en fait, on va s'arrêter d'ici 10 minutes. Ok. Parce qu'il y a des impératifs de transport pour les non-parisiens. Et après, sur les autres acteurs, sur les moyens d'accès aux documents moyens, pour le coup, un rappel très rapide, puisqu'on a déjà évoqué le RGPD intégré dans la loi de 78, en particulier avec l'article 49 qui prévoit le droit d'accès direct du salarié aux données qui lui sont personnelles. Ce droit d'accès direct, il va lui permettre d'accéder à quoi? Dans l'entreprise, en le demandant ou bien aux ressources humaines ou bien au DPO, au délégué à la protection des données, si elle existe. Demander un accès à quoi? À son dossier professionnel, toutes les données détenues par les RH sur lui. Et là, évidemment, ça comprend quoi? Les données de recrutement, l'historique de carrière, l'évaluation de ses compétences, parce que souvent, les salariés perdent des documents dans le cadre de la relation de travail, surtout quand elle est longue. Les demandes de formation, là, on en perd souvent la trace, le dossier disciplinaire, les données de géolocalisation, et je pense aussi à un truc important, tout élément qui a pu servir à apprécier les compétences du salarié. Et notamment toutes ces histoires de ranking ou de notation un peu disons, qui ne sont pas toujours très transparentes. Si ça se trouve dans le dossier, les RH doivent le transmettre. Et donc ça, il y a des histoires là, il suffit d'aller sur le site de la CNIL pour avoir les détails. Le salarié fait la demande très simplement par mail ou par courrier. Il doit avoir une copie papier ou numérique du dossier sans que ça lui coûte quoi que ce soit. Donc c'est pas abusif comme demande. Donc on fait la demande 2-3 fois. Et dans un délai qui est raisonnable, donc dans un délai, je crois que la CNIL indique 1 mois. Enfin, sur le site, c'est 1 mois. Mais bon, je pense que si l'employeur arrive à expliquer qu'il met un peu de temps, je suis assez souple. Ça peut se comprendre, ça dépend du contexte, disons. C'est le vendredi, c'est pour ça exactement. Autre donnée, évidemment, auquel le salarié peut demander accès, c'est tous ses mails. Et c'est important, je vous incite vraiment à aller voir le site de la CNIL, surtout évidemment côté salarié, puisque ça donne, la CNIL est très précise sur les données auxquelles le salarié doit avoir accès. Évidemment, tous les mails dont il est l'émetteur ou le destinataire, le contenu des courriels, donc le plus logique, c'est que l'employeur lui transmette la copie des courriels dans lesquels il est, mais aussi toute la question des mails dans lesquels il est mentionné, alors qu'il n'en est ni l'émetteur ni le destinataire. J'ai pas l'impression que ce soit un contentieux très développé, notamment en matière d'accès à la preuve, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que je pense que ça arrive quand même assez régulièrement, les dossiers où un salarié nous raconte qu'il a connaissance du fait d'avoir été insulté par exemple dans des mails, mais évidemment, il ne les a pas. Bref, c'est des choses qui sont à aller chercher et j'évoquerai rapidement ici qu'en interne, il y a plein de données à aller chercher via les représentants du personnel, notamment toutes les données sociales de l'entreprise, que ce soit dans le registre unique du personnel, les rapports de situation comparés quand on est dans des questions d'égalité femmes-hommes, les bilans sociaux et toutes ces données sociales, ça permet évidemment de faire des premières appréciations des problèmes d'évolution de carrière ou de rémunération, notamment tous les accords, parce que dans les accords, c'est une mine d'or pour aller chercher toutes les obligations que l'employeur se donne à lui-même et qu'il ne respecte pas à l'égard des salariés. Désolé, j'en ai forcément, c'est mon angle. Donc voilà, tout ça, c'est à aller chercher via les représentants du personnel quand le salarié n'y a pas l'accès lui-même. Et puis, il y a ce qu'on a évoqué très rapidement, le droit d'alerte et alerte danger grave imminent qui, voilà, je rebouclais juste avec David. 2312. Les articles sont là. L2312-5, 8, 59 pour le droit d'alerte. Et pour danger grave et imminent, on est sur L41-31-1 et suivant. Voilà, 31 et 32 d'ailleurs. Et pour les autres acteurs, on a évoqué l'inspection du travail.
Il y a évidemment également le défenseur des droits qui est compétent en matière de discrimination pour effectuer des enquêtes. Ils ont des pouvoirs d'instruction, d'enquête assez larges, que ce soit les visites sur place, les auditions, les demandes d'informations et de documents auprès de l'employeur. Ils ont le pouvoir de se faire communiquer toutes données et, on y revient, quand l'employeur refuse de communiquer ces données, évidemment, quand c'est le salarié, le juge en tire toutes conséquences. Quand on est face à l'inspection du travail ou au défenseur des droits, c'est un obstacle au pouvoir d'instruction de l'administration et c'est une autre conséquence, si je ne m'abuse. Un délit d'entrave. Voilà. En général, c'est assez étonnant, mais il y a une très bonne comparaison. Il y a une obligation, il faut savoir, même dans l'administration, de répondre aux défenseurs des droits. C'est une obligation légale. Donc, ne se conteste pas. Le seul moyen, le défenseur des droits doit obtenir une autorisation de la Cour s'il veut faire une vérification sur place dans des locaux privés. Mais hormis cela, il n'a pas besoin d'autorisation de la Cour pour faire des demandes dans le cadre de son pouvoir d'enquête. Peut-être qu'on peut dire, pour dire quelques mots sur le défenseur des droits, pourquoi saisir le défenseur des droits et comment. Il y a un vrai enjeu de pas, ça prend les enquêtes du défenseur des droits prennent un certain temps et tout le monde le sait, ses effectifs sont contraints. Donc, il y a un vrai enjeu si on veut solliciter le défenseur des droits, c'est particulièrement intéressant quand il s'agit de s'interroger sur l'opportunité de certaines enquêtes qui ne sont pas aussi très clairement liées à ce qu'on pourrait obtenir en 145. Au départ, les pouvoirs du défenseur des droits ont été créés à une époque où le droit d'accès à la preuve n'était pas reconnu par la jurisprudence. C'était un moyen d'avoir accès aux données comparatives pour pouvoir faire cette fameuse preuve. Et c'est la raison pour laquelle il a le pouvoir de présenter des observations devant le tribunal au départ qui ont été créées pour lui permettre de déposer son dossier d'enquête au dossier de la Cour. Le défenseur des droits ayant récupéré l'ensemble des pouvoirs d'enquête de la Hague. Donc, le défenseur des droits, pour que ça soit effectif, il faut vraiment le saisir au tout début. Il faut lui communiquer les écritures de procédure. Parce que des fois, il est saisi sans aucune indication de l'orientation du dossier devant la Cour ou par le demandeur lui-même. Et il fait une enquête qui part dans une direction qui n'a rien à voir avec la procédure. Et sa décision, du coup, n'a rien à voir avec ce qui est plaidé devant le tribunal. Donc, il y a un vrai enjeu pour que ça soit utile au contentieux, qu'il y a une certaine communication. Et deuxièmement, d'envoyer ces écritures-là le plus tôt possible. Le plus tôt il a la totalité du dossier qui est devant la Cour, le plus efficace il peut être dans son enquête, le tenir au courant des dates d'audience assez en amont pour lui donner le temps de faire sa décision parce qu'il y a une étape contradictoire dans son processus décisionnel. Par ailleurs, il y a aussi un pouvoir de médiation. Et le pouvoir de médiation peut être très intéressant lorsque l'enquête a permis de révéler des choses qui sont assez... L'enquête du défenseur des droits souvent est un exercice pédagogique pour l'employeur qui peut soudainement avoir intérêt à régler ou à faire une médiation. Il y a certains dossiers où après ce qui s'appelle la notification de la note récapitulative, qui est la synthèse du dossier qui informe le mis en cause de si vous nous donnez rien de plus, voilà dans quelle direction on va. Soudainement, il y avait un intérêt à faire une médiation peut-être pour trouver une solution non juridictionnelle. Donc ça aussi, le défenseur des droits peut être à la manœuvre pour favoriser le dialogue entre les parties. Ça peut être très intéressant dans toutes les situations où pour le demandeur, il aura toujours mieux s'il reste dans l'entreprise que s'il quitte. Il y a toutes les situations où les gens sont déjà partis, où le conflit est irrémédiable. Et il y a plein de situations, notamment retour de congé de maternité, difficulté d'aménagement de poste de personnes au retour d'arrêt maladie ou qui sont devenus handicapés, des conflits personnel entre des personnes dans une organisation qui est très grande et que les gens pourraient souhaiter rester au-delà de ces conflits personnels, dans le harcèlement discriminatoire. Donc, il y a pas mal de situations où la médiation du défenseur des droits peut permettre
de trouver une solution non contentieuse à un conflit et où ça peut être vraiment dans l'intérêt des deux parties et aussi dans l'intérêt du mandat. Donc, d'autre part, enfin en matière d'embauche, il faut savoir que c'est comme si c'est une matière très, très difficile à prouver, où il y a très peu de contentieux, parce que les gens qui cherchent du travail, ils ont d'autres choses à faire que du contentieux. Au niveau pénal, il y a très peu de poursuites. Le défenseur des droits a un pouvoir de transaction pénale, qui est très intéressant, notamment dans toutes les affaires qui concernent les annonces discriminatoires. Et donc, ça, c'est un pouvoir qui peut être exercé très avec beaucoup de sévérité. Toutes les questions d'embauche, de discrimination à l'embauche, où très clairement, il peut aussi ordonner des mesures accessoires d'indemnisation du demandeur qui vont faire que ça peut être un substitut très intéressant à la saisine juridictionnelle. Merci Sophie. Dernier élément, il y a une question, le dossier disciplinaire pose la difficulté de la prescription des sanctions qui doivent disparaître du dossier disciplinaire. La preuve devient donc impossible pour l'employeur. Non, il y a de la jurisprudence là-dessus. On peut effectivement produire les sanctions disciplinaires sans respecter le délai de prescription pour la charge de la preuve qui incombe à l'employeur. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc je crois que bon, écoutez, il est 6 heures, on va clôturer notre débat. J'espère qu'on vous aura amené quelques éléments de réflexion, des éléments utiles. En tous les cas, c'est un débat extrêmement intéressant. On pourrait en discuter pendant des heures. Peut-être qu'on pourrait faire une formation sur le sujet. On a beaucoup de choses à se dire sur ce sujet. Merci de votre écoute.